La culture n'a de valeur qu'en action. Bonjour à tous, je suis Hélène de Saint-Front, harmoniste d'entreprise. Avec ce podcast, nous avons envie de vraiment vous permettre de toucher du doigt le fait que c'est possible. Oui, oui, ça existe. Des cultures d'entreprise engagées, pleinement incarnées, qui vont bien au-delà des mots et qui se traduisent en actes, en concret. Alors aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur d'avoir avec nous le dirigeant de Sphering, une entreprise familiale industrielle du B2B dont certainement beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu parler et c'est bien dommage car c'est une vraie pépite en termes de culture et d'engagement. Jacques Olivier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Il faut savoir que Jacques-Olivier Joncoux a également la particularité d'être l'arrière-petit-fils du fondateur d'une entreprise centenaire. Alors pour commencer, une question qu'on pose, à chaque fois, donc un petit portrait chinois pour comprendre, des parties de l'âme de Sphering. Si Sphering était un arbre ou un végétal, une plante, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Alors naturellement, je pense au chêne ou à l'olivier qui sont des arbres centenaires qui donnent des fruits. Et cette métaphore du chêne me fait penser naturellement au roseau, de la fable de La Fontaine, qui est quand même beaucoup Oui. plus agile dans les vents contraires et les vents forts. Donc finalement présent sur beaucoup de territoires, je pense que Sphering serait plutôt une multiplicité d'essences, et donc plutôt une forêt. Magnifique. Une forêt avec toute sa magnifique biodiversité. Alors, Jacques Olivier, du coup, de manière plus concrète, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire, de la culture, de cette philosophie, donc maintenant centenaire, de Sphering? Alors Sphering est une ETI industrielle que j'ai développée dans les 10 dernières années à l'international par acquisition. Aujourd'hui, Sphering réalise 40% de son activité hors de France avec 600 collaborateurs. Son métier, les conduits d'évacuation de fumée de transport d'air. Donc en pratique, ce qui véhicule des fumées d'appareils de chauffage et de l'air pour les systèmes de ventilation. C'est de la R&D, de la production, de la logistique, de la vente, on va dire beaucoup d'activités, un spectre varié d'activités qui en fait une grande richesse. Aujourd'hui, Sphering, c'est un groupe européen présent sur 5 territoires que nous considérons comme des territoires domestiques. La France, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, avec sur chaque zone production, logistique, commerciale, R&D et administratif. Ce qui fait une spécificité de Sphering, c'est que nous ne sommes pas une entreprise industrielle française avec des filiales à l'étranger, mais un groupe multiculturel, avec une organisation très décentralisée, avec des filiales, dont la France, qui est une filiale comme les autres, et avec une direction centrale, en fait, très réduite, avec simplement 6 personnes qui se concentrent sur des fonctions clés pour apporter de la valeur ajoutée à chaque filiale et développer l'ensemble du groupe. Alors notre histoire, effectivement, le 19 avril 1919, dans le centre de Rennes, mon arrière-grand-père, Jules Joncoux, a 44 ans, il met toutes ses économies, son énergie pour acheter un fonds de commerce de ferblanterie et pour y démarrer une nouvelle activité, à savoir fabriquer des tuyaux agrafés, des coudes plissés en tôle pour l'évacuation des fumées des fourneaux de cuisine. À l'époque, les fourneaux de cuisine, c'est le premier équipement électroménager. Mmh. Ensuite, cette activité se développe entre les années 1919, la guerre qui amène une réduction considérable de l'activité par manque de main-d'œuvre, jusque dans les années 50 et 60. Un choc important dans l'entreprise a été, dans les années 70-75, le choc pétrolier, la baisse drastique des ventes de chaudières, et l'entreprise a dû s'adapter. À l'époque, je me souviens, mon père était dirigeant de l'entreprise, j'entendais souvent à la maison dire le tuyau de poêle, c'est foutu. Tout le monde pensait que tout allait passer à l'électrique, que le chauffage au fioul, qui était quand même très dominant dans toutes les campagnes, le chauffage gaz dans les villes, allait disparaître.
Sauf que le pire n'est jamais certain. Au milieu des années 80, on a vu le développement des foyers fermés, des inserts en bois qui se développent comme chauffage d'appoint, ce qui amène beaucoup d'innovation dans l'entreprise. Moi, je suis arrivé en 1996 dans l'entreprise et en fait, j'ai repris cette entreprise. Ce n'est pas une entreprise dont j'ai hérité, c'est une entreprise que j'ai repris en différentes étapes pour en devenir l'actionnaire principal majoritaire. Quand je suis arrivé, on avait une entreprise qui était sur un certain nombre de certitudes, sur des marchés qui finalement avaient relativement peu bougé depuis les années 70-75. Et à partir des années 2000, on a vécu une révolution dans notre métier. La révolution, c'est que pour économiser de l'énergie, on a une baisse des températures des appareils de chauffage, on a l'apparition de nouveaux combustibles, et donc en 10 ans, l'entreprise a connu plus de changements que pendant les 90 premières années. Ça nous a amené à accélérer en R&D, à investir dans un laboratoire pour développer des nouvelles solutions qui correspondent aux besoins des évacuations, des nouveaux appareils de chauffage et des appareils de ventilation. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette histoire centenaire, parce que je pourrais en parler pendant des heures, c'est que l'entreprise a connu beaucoup d'évolutions de la société sur les besoins de confort, de sécurité, de transition énergétique, et l'entreprise en connaîtra encore bien d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a toujours su s'adapter. Et que 100 ans, c'est un défi et une exigence au quotidien, qui est possible à relever qu'en restant fidèle à nos valeurs. Cette aventure aussi de 100 ans nous dit beaucoup sur la valeur du temps, sur le temps du travail, le temps pour soi, le temps de la famille, le temps aussi pour avoir du plaisir, de la sérénité dans ce que l'on fait, et sur le temps long. C'est pour ça que on affirme dans Sphering que en 100 ans, tout a changé sauf nos valeurs. La culture d'entreprise, elle était là avant moi, bien avant qu'on la formule par écrit, et la communication que nous en faisons désormais en interne et en externe. Et finalement, nos valeurs n'ont de sens que si elles sont vraies et vécues. Et alors justement, on va parler également, hein, de votre mission, parce qu'au-delà des valeurs, vous avez aussi une très belle mission. Pour parler un petit peu plus des valeurs, que vous pouvez nous citer les 5 valeurs que vous avez, justement mises en œuvre, les fameux piliers de votre groupe? Alors nos 5 valeurs sont tout d'abord la vision à long terme. C'est que nous sommes prêts en fait à relever le défi d'un nouveau siècle, d'adaptation, d'excellence et d'innovation pour les générations futures. Les 100 ans, c'est une exigence que nous portons sur l'avenir. Et pour cela, c'est une vision à très long terme. Qu'est-ce que l'entreprise sera dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans? La deuxième valeur, c'est être un partenaire fiable. Cela veut dire, avec nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, on assume nos responsabilités et on entretient des relations de confiance. La troisième valeur, qui est très importante pour nous dans le contexte aujourd'hui européen et multiculturel du groupe, c'est l'approche locale. C'est que les décisions, la conception des produits, la production, toute la partie commerciale, doit être au niveau local pour que l'on ait une meilleure adaptation possible de nos produits, de nos services aux besoins réels du territoire. Cette approche locale, elle est multilocale. Lorsque nous sommes en Italie, avec Apros, notre production, notre développement produit sur place, nous sommes italiens. Lorsque nous sommes en Allemagne, nous sommes allemands, et quand nous sommes en France, nous sommes français. Nous avons la chance en plus en France d'avoir notre propre réseau de distribution, Lorflex, avec 19 agences, et où nous sommes très local au niveau de la région. Donc la notion locale est à plusieurs échelles, du territoire comme dans la proximité avec nos clients lorsque nous avons notre propre réseau de distribution. La quatrième valeur, no shortcuts, donc pas de raccourcis. On ne fait pas de raccourcis en matière d'innovation, donc développement produit, de sécurité, de performance de nos systèmes. On se donne en fait un objectif de ne pas avoir de concessions sur les standards qu'on veut atteindre.
Et sur ces standards, notre 5e valeur est que nos standards de qualité sont plus exigeants que ceux du secteur, de l'industrie, de nos normes produits, des normes d'installation. Et au-delà du standard de qualité, un élément très important pour nous, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on veut apporter une innovation utile, c'est-à-dire qui apporte une vraie valeur. Et ça amène, une approche particulière à l'innovation, au développement produit, qui est de se dire comment j'apporte de la valeur à celui qui va installer le produit. Et ça, c'est très dans nos valeurs, parce qu'on ne veut pas être dans le show-off, dans la communication, et faire de l'innovation pour faire du marketing, on veut faire de l'innovation utile. Donc voilà nos 5 valeurs, qui sont un pilier, mais effectivement, comme vous l'évoquez, c'est un pilier, on va dire, l'appui de la société, ce qui nous fait avancer, c'est notre mission. Alors justement, oui, pour parler de cette mission, ce serait intéressant effectivement que vous nous la présentiez et expliquer aussi comment vous l'avez définie ou comment vous l'avez peut-être redéfinie au fil du temps. Alors, en fait, quand on a commencé ce travail, on ne savait pas tellement ce que c'était qu'une mission. Et je pense que la première étape, c'est de bien comprendre. Et on a vu une vidéo que peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, un TEDx de Simon Sinek, qui explique de façon extraordinaire qu'est-ce que le why, le what, le how. Donc, quelle est la mission à différencier de qu'est-ce qu'on fait et de comment on le fait. À partir de ça, en fait, on a embarqué l'équipe de direction du groupe, plus les directeurs des business units, dans un projet en fait de co-construction pour se dire, essayons de cristalliser ensemble qui nous sommes, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui fait notre spécificité. Ce qui était devenu important dans un groupe qui était devenu multiculturel, avec une organisation décentralisée, en étant sur différents territoires où après acquisition, nous avons gardé le nom des entreprises, leur marque, leur logo, leur historique. On avait besoin de se poser cette question et de travailler ensemble pour se dire mais qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et qu'est-ce qui correspond à l'histoire multiple de l'entreprise, qui est légitime et qui porte vers l'avenir? On a travaillé sur nos valeurs, on a travaillé sur plusieurs environnements en fait de mission, et on en a retenu un. Et à l'unanimité, on s'est dit ça, c'est nous. Et on a pris le choix assez osé dans un groupe industriel de prendre un mot anglais, care, qui est un champ sémantique très complexe, puisque à la fois ça veut dire prendre soin, servir, assister. Vous avez une notion de responsabilité, considération, préoccupation, et aussi prudence, conscience. En fait, on l'a choisi parce que cette pluralité de sens, d'application, on peut le diffuser dans l'ensemble de l'organisation. Qu'on soit en production, qu'on soit dans un service qualité, qu'on soit en innovation produit, qu'on soit commercial, qu'on soit dans un service support, en logistique, en RH, cela a un sens pour l'action. Parce que le CARE, c'est bien un référentiel pour l'action. Lorsque l'on a travaillé sur cette mission, assez rapidement, avec nos valeurs, cette mission, on a eu besoin, en travaillant en anglais, qui est la langue de travail du groupe, on a eu besoin de le traduire, bien entendu, dans chacune des langues du groupe. Et on en a 5. Et au moment de faire la traduction, de l'anglais au français, de l'anglais au polonais, on s'est reposé des questions pour dire, mais quand on dit no shortcut ou no compromise, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Et très naturellement, parce qu'on est dans l'industrie, on est dans du très concret, on a commencé à prendre des exemples opérationnels, contextualisés dans la qualité, la production, la logistique, la relation client, qu'est-ce qu'on fait quand on a un litige avec un client, comment on gère un SAV, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que le care veut dire. Et ça nous a amené en fait je dirais, expliciter de façon assez opérationnelle dans l'ensemble des services, qu'est-ce que l'on attend, qu'est-ce que le care
dans l'activité de chacun dans l'entreprise. C'est ce qui nous a amené finalement à créer un référentiel que l'on a appelé Manifesto, qui tente de résumer en 10 points 10 engagements qui sont 10 façons de travailler que l'on attend de l'ensemble des collaborateurs, que ça soit de la direction jusqu'aux employés, aux opérateurs en production et en logistique. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler, donc c'est passionnant cette mise en application que vous avez faite en se disant, c'est intéressant de se dire, c'est en traduisant qu'on s'est dit en fait il faut traduire non seulement dans les langues, mais il faut traduire dans le réel. Et du coup d'avoir créé ce manifesto. Alors comment est-ce que ce manifesto vous parvenez à le faire vivre au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de quelques-uns des, vous appelez ça des engagements, hein, que vous affichez dans ce manifesto, ces 10 engagements? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et comment est-ce que justement concrètement ils se traduisent, en interne en particulier, pour vos collaborateurs, pour vous, pour, voilà? Alors par exemple, un point que j'aime beaucoup, c'est nous posons les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Ce point-là, c'est en fait, ça amène beaucoup de choses sur le niveau d'exigence vis-à-vis des clients. On a un devoir de poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions pour les clients et ne pas être simplement dans, on va dire, de la vente où on va vendre ce que le client a commandé. Non, il faut poser des questions pour aider le client à trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses. A-t-il bien choisi les bons produits? Est-ce que c'est bien adapté à l'appareil, à la situation de l'installation qu'il a réalisée? Même chose sur la résolution de problèmes. Essayons de poser, soyons exigeants dans les questions qu'on se pose à nous-mêmes, que l'on pose aux autres, mais c'est pas pour les embêter, c'est pour trouver les bonnes solutions et résoudre les problèmes complètement. Ce qui amène un autre élément du manifesto qui est euh, on cherche des solutions définitives et pas des rustines sur des problèmes. Voilà. Mmh. Donc ces deux points du manifesto sont là pour éclairer que on a essayé de faire des choses qui sont compréhensibles par tous, qui s'appliquent effectivement dans euh, tous les services. Et donc le travail que l'on a fait aussi avec nos managers sur les différents territoires, sur les différents services, et d'expliciter, de donner des exemples. Donc aujourd'hui, le manifesto, il est affiché partout, en production, en logistique, dans les bureaux. Quelque part, je dirais que c'est 10 points qui sont opposables à tous. Opposables à tous, y compris à la direction générale, y compris à moi-même. Mmh mh. Et ce que je trouve passionnant, c'est qu'on a réussi à faire un document qui finalement veut dire beaucoup de choses pour tout le monde, de la direction générale à tous les services de l'entreprise et sur tous les territoires. On a trouvé que ce document était très utile, mais n'était pas suffisant. Il n'était pas suffisant parce que pour porter un tel document, il faut que, on va dire, l'ensemble de la ligne managériale soit à l'aise pour le faire et soit dans une position managériale particulière. Ça nous a amené en fait à créer un document pour les managers qui est un référentiel, qui est devenu en fait aujourd'hui un outil de recrutement et d'évaluation des managers sur tous les territoires. Manager at Sphering, qu'est-ce qu'on attend de vous? Donc il y a 5 points que je ne vais peut-être pas détailler ici, ça serait un petit peu trop long, qui est Inspire, Perform, Empower, Decide and One Team, qu'on a finalement en prenant les initiales qu'on a appelé AIPIDO. Donc c'est notre document de référentiel pour définir ce que l'on attend d'un manager dans le groupe. Ce qui est passionnant, c'est que ce travail, on l'a fait avec les managers de business unit, donc de façon multiculturelle, multilingue. Et finalement, on se rend compte qu'on a, sur le continent européen, malgré des diversités, des histoires, des langues très différentes, euh, on a un socle de culture commun, très fort, et une proximité culturelle très forte. Ce qui est d'autant plus, admirable que, vous étiez, comme vous l'avez dit, des groupes différents. C'est-à-dire que c'est des acquisitions, donc vous avez réussi à créer une unité culturelle dans des groupes qui avaient pourtant des histoires, et peut-être pour, certains des cultures qui étaient très différentes. Donc ça, c'est vraiment tout à votre honneur d'avoir réussi à rassembler, tout le monde. Alors
Peut-être pour aller un peu plus loin que ce que vous avez fait en interne, donc cette traduction interne très fine, hein, où vous êtes vraiment allé dans le détail, y compris, en créant un outil de recrutement et d'évaluation finalement lié à votre culture. Comment est-ce que vous avez traduit aussi cette philosophie du CARE vis-à-vis de vos différentes parties prenantes externes, que ce soit, vos fournisseurs, vos clients? Alors, je dirais que notre mission, elle nous permet aujourd'hui d'avoir une relation différente ou d'aller vers une relation différente avec les parties prenantes. Tout d'abord avec nos clients. Clairement, notre démarche s'inscrit dans une relation de confiance sur la durée et on en fait quelque chose de différenciateur dans notre engagement de service qui est finalement, si le client a un problème, on sera là pour le résoudre. Et ça, c'est un engagement très fort. Il a un problème, c'est peut-être notre faute. Ben, si c'est notre faute, on prendra notre responsabilité. C'est peut-être pas notre faute. Hein, c'est peut-être aussi son problème en fait. Mais on va l'aider. On va l'aider parce qu'on a une vraie expertise sur les normes, sur les produits, sur tout l'environnement. Donc le fait que on existe depuis 100 ans, je pense qu'on sera encore là dans 100 ans et on ne laissera jamais tomber nos clients. Et on sera toujours là. Donc ça, c'est un engagement différenciateur. Certains clients le perçoivent bien, d'autres un peu moins, mais je pense que sur la durée, c'est ce qui fait une différence majeure par rapport à des concurrents que l'on a pu avoir sur le marché qui ont disparu. Eh bien aujourd'hui, vous avez des entreprises qui finalement se trouvent à supporter des risques, des conséquences sans avoir de support de la part de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est un engagement fort et différenciateur avec nos clients. Avec nos collaborateurs, et la crise du Covid-19 a été aussi un révélateur de qu'est-ce que le CARE dans le quotidien de la crise du Covid-19. Dans la relation avec nos fournisseurs, ça nous a amené à faire une revue de nos fournisseurs et de se poser les questions, est-ce que nos fournisseurs sont en ligne avec nos valeurs? Sans dire qu'on a audité tous nos fournisseurs, parce qu'on en a quand même beaucoup, mais on a commencé à identifier des fournisseurs où on avait un certain nombre d'interrogations. Et ça nous a amené très clairement à éliminer certains fournisseurs qui ne respectaient pas un certain nombre de valeurs. Donc, on a aujourd'hui une grille d'évaluation de nos fournisseurs à la lumière de nos valeurs, de nos engagements, de notre façon de travailler. Et c'est, encore une fois, c'est un référentiel qui est tourné vers l'action et le care ou les valeurs, ce sont des choses très concrètes que l'on attend de nos fournisseurs, de leurs engagements vis-à-vis de leurs collaborateurs, de l'environnement, de la société, de leurs propres fournisseurs, finalement. Et ce référentiel pour l'action, d'une façon très concrète, se traduit sur notre relation avec les clients, nos fournisseurs, nos employés, l'environnement. Ça se traduit de façon très concrète sur notre relation aussi sur euh, nos produits, leur performance, la qualité, la fiabilité qu'on attend des produits. Je ne dis pas qu'on est aujourd'hui parfait sur tout. Le care, c'est care is action. Donc c'est une démarche que l'on a initiée et que l'on continue et que l'on continuera dans les prochaines années. C'est absolument passionnant. Care is action. Effectivement, d'avoir, réussi à ouais, à mettre, comme vous l'illustrez si bien, tous ces éléments culturels qui peuvent effectivement rapidement être quelque chose de très immatériel, de très flou, de très conceptuel, dans le concret. Et dans le concret, on parle, d'une entreprise industrielle, sur le terrain et cetera. Donc ça, c'est vraiment passionnant et donc cette exigence, hein, parce qu'on sent dans ce que vous dites qu'il y a une exigence très, très forte par rapport à ces engagements et par rapport à ce care. Cette exigence, forcément, c'est beaucoup d'efforts aussi que vous faites. Qu'est-ce que concrètement ce care est? Et j'aimerais ajouter aussi et cette relation au temps très long qui est complètement à contre-courant de la société actuelle, où au contraire on est dans des temps très, très courts, où tout s'accélère. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Quels bénéfices vous avez pu, retirer de ces engagements aussi forts et de cette relation au temps où vous vous projetez sur les 100 prochaines années, pas sur les 3 prochains mois?
Alors, de façon très concrète, à expliciter nos valeurs, nos engagements dans le manifesto, notre mission. Ça nous apporte à tous, je veux dire à tous nos collaborateurs, une boussole, un référentiel. Ça nous permet de nous assurer que, en fait, on travaille tous, partout, dans une certaine direction. Alors, on n'y arrive pas toujours tout le temps, on n'est pas toujours au top surtout, mais on a cette référentiel, on a cette boussole et ça nous permet de nous assurer que notre niveau d'engagement, de service, on sait vers où on va. Ça nous apporte aussi très clairement un référentiel pour nos managers dans leur rôle de managérial, mais un référentiel aussi dans, je parlais du recrutement, c'est important, et aussi dans le développement du groupe. On ne pourra pas faire l'acquisition d'une entreprise qui a une culture qui n'est pas compatible avec la nôtre. Ça ne sera pas possible. Donc c'est le fait d'avoir ce référentiel permet de passer un petit peu, je dirais, avec une grille d'évaluation, tellement de choses, que ça soit les projets vers lesquels on veut aller, notre relation avec l'environnement, le recrutement. Donc ça nous apporte cette boussole, ce référentiel. Je pense que ça nous apporte aujourd'hui avec nos collaborateurs une relation différente, ce que l'on a pu expérimenter dans le Covid-19 qui a été vraiment là, ils ont pu matérialiser qu'est-ce que l'on entendait par Care for Action, et ça nous apporte une relation différente avec nos clients. Et cette relation différente avec nos clients, sur le long terme, paiera. Mais on est sur le long terme, on n'est pas sur faire un coup à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. On est dans la construction, effectivement, à très long terme. Merci beaucoup, pour, ce manifeste, ce cri du cœur que vous incarnez si bien. Pour, terminer, un mot de la fin. Quel message vous donneriez à d'autres dirigeants qui souhaiteraient, peut-être comme vous s'engager, mais qui n'osent pas ou qui ne savent pas ou qui se disent: «Non, mais c'est pas dans mon secteur», voilà, quel message vous leur transmettriez? Ah, je pense que le premier message, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'une mission. Et de bien comprendre la différence entre why, what et how, comme l'explique Simon Sinek dans son TEDx. C'est essentiel. On voit trop aujourd'hui de missions qui finalement sont du what, c'est-à-dire qu'on parle du produit, de la qualité, de l'innovation, du digital, de l'environnement, qui sont à la mode et qui sont un peu tarte à la crème. Ça c'est pas une mission, ça c'est du what ou c'est du how. Donc ça c'est le premier point. Il faut vraiment prendre le temps de le faire et de bien comprendre et je dirais de prendre du temps dans l'environnement qui est celui de l'entreprise, dans son métier, dans son industrie, au sens large, de regarder des cas concrets. Nous, on a regardé qu'est-ce que faisait Atlantic, Viessmann, qui sont des sociétés dans le génie climatique, qui sont des sociétés mondiales très importantes, de Dietrich thermique, etc., des concurrents. Donc, on a passé du temps pour, on va dire, bien comprendre de quoi on parle. Le deuxième conseil, le deuxième message, c'est de rentrer dans une dynamique de co-construction avec les équipes. C'est très riche. Ça oblige après d'accepter que l'implémentation dans chaque territoire ou chaque segment de l'entreprise soit à sa propre vitesse. Il y a une question d'acculturation dans chaque territoire, mais aussi au sein d'une entreprise. Vous pouvez avoir un service qui va aller beaucoup plus vite qu'un autre. Il y a des contraintes qui peuvent être exogènes aussi, de personnes qui arrivent, de salons, de catalogues. Donc ça nécessite une très forte coordination. Donc il faut vous dire que lorsque vous partez sur un projet comme ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de coordination, d'accepter que tout ne va pas se faire à la même vitesse, et ça c'est des contraintes. Mais il ne faut pas aller trop vite et pas trop tôt. Je pense que nous, le fait d'avoir travaillé pendant quasiment 18 mois en fait, avec une équipe, nous a permis de prendre le temps de le construire, d'aller beaucoup plus loin que l'on souhaitait, ou qu'on imaginait plutôt qu'on souhaitait au tout début, avec le manifesto et ce que nous venons d'évoquer sur les exemples très concrets, très dans le métier de l'entreprise. Mais c'est ce qui a fait de ce travail un succès. Et je pense que la dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut être vrai, il faut être soi-même. C'est-à-dire que la raison d'être,
quelque part, vous l'avez en vous, mais vous l'avez peut-être pas formulé. Et donc, faut pas se forcer à prendre une raison d'être qui paraît sympa, mais qui n'est pas la sienne, pas celle de nos collaborateurs, et qui va faire pchit très rapidement parce que elle sera pas acculturée, elle sera pas dans l'ADN, dans l'historique long terme, l'historique court terme, et dans la projection de l'entreprise et son ambition. Merci infiniment, Jacques-Olivier pour ce partage. On parlait au tout début de la forêt, là je sens comme, voilà, au sortir d'une belle promenade en forêt, où on voit, voilà, ces grands arbres, qui sont là, solides, bien alignés et en même temps ces petites plantes, adaptables et flexibles. Cet écosystème extraordinaire et très cohérent que vous avez construit. Je retiens cette notion d'avoir effectivement quelque chose qui part de ce qu'on est, hein, de cette notion d'authenticité, cette co-construction que vous avez fait et au niveau international, ce qui est admirable et cette, déclinaison très, très concrète en référentiel, en grille en fait de décision qui permet à chacun de pouvoir l'utiliser et de comprendre, ce que ça veut dire, à son niveau. Et également, je retiens aussi dans tout ce que vous dites en filigrane, cette exigence extraordinaire, heu, que vous appliquez à vous-même, hein et qui est vécue, à tous les niveaux, même dans votre écosystème, plus large avec vos fournisseurs, vos clients et cetera. Merci Jacques Olivier. Et merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de parler de notre engagement, de notre mission et du chemin que l'on a accompli dans notre entreprise. Merci. Et on vous souhaite encore, une belle route pour les 100 prochaines années. Merci beaucoup. C'est extrêmement inspirant comme exemple. J'espère que ça donnera envie à vous tous qui nous écoutez d'aller, creuser un peu plus, ce que vous avez en vous justement au sein de votre organisation, de l'expliciter pour, derrière pouvoir le mettre en action. Et si vous voulez d'autres exemples, n'hésitez pas à écouter les épisodes suivants de ce podcast. Merci à tous.